Peuple palestinien. À Gaza, sur un territoire dévasté, environ 2 millions de personnes tentent de survivre. Plus d'hôpitaux, plus de magasins, ni de lieux culturels, plus d'écoles, ni d'universités, plus d'éducation pour la deuxième année consécutive. Des ruines à perte de vue et des amoncellements de tentes où s'entassent des familles qui ont tout perdu. Pas d'eau potable, pas de médicaments, pas de carburant, presque pas de nourriture. 90% de la population est en insécurité alimentaire aiguë. Il y a eu une légère ouverture à la mi-mai après 3 mois de blocus total. Quelques centaines de camions de l'OMS ont pu entrer, mais l'aide est, je cite, une goutte d'eau face au torrent de secours nécessaires d'après les Nations Unies. Au lieu des 400 centres gérés par l'ONU et des ONG et qui sont interdits maintenant par Israël, depuis 1 mois environ, une fondation militarisée venue des États-Unis, de réputation douteuse, elle est basée en Suisse et à sa tête il y a un ancien de la CIA et un ancien des services de renseignement des États-Unis. Elle est appuyée par l'armée israélienne et elle piège des habitants qui sont affamés et désespérés en leur promettant de la nourriture dans 4 zones très particulières fortifiées au sud. Elle a recours à des employés armés et non pas à des travailleurs humanitaires pour organiser ces distributions et elle contraint ainsi la population à traverser des zones de combat. Et les soldats les abattent, les soldats israéliens les abattent, sur ordre. Comme l'atteste le journal Haaretz hier, 27 juin, les commandants des unités qui se trouvent à Gaza ont donné l'ordre à leurs soldats de tirer pour tuer tous les gens qui approchent des centres de nourriture, de cette fameuse fondation. L'un d'eux dit, c'est une course à la mort. Les plus rapides, les plus forts, les plus chanceux, ce sont eux qui ont des chances de survivre, d'atteindre la nourriture. Médecins sans frontières parlent de massacre à la chaîne. Des plaintes sont déposées actuellement contre cette fondation qui s'appelle la Fondation humanitaire pour Gaza. Mais les États-Unis viennent de rajouter 30 millions de dollars à son fonctionnement. Et au nord, Netanyahou vient d'interdire toute livraison d'aide, toute livraison de nourriture, après la menace d'un ministre d'extrême droite, une Autriche de sinistre réputation, de quitter le gouvernement si l'aide continuait d'arriver. Et on sait que si ces gens-là quittent le gouvernement tombe et donc Netanyahou n'est plus protégé par sa fonction de Premier ministre. Des dizaines de camions continuent d'attendre à la frontière avec l'Égypte. Et ils se font agresser par des colons, des jeunes gens, parfois des enfants, et qui viennent des colonies illégales de Cisjordanie, qui imposent le contrôle de tous les camions, qui détruisent, qui pillent, qui agressent les camionneurs, etc. Et depuis le 18 mars 2025, bien sûr, les bombardements incessants, que ce soit par char, par avion, par drone ou bien par les canonnières qui sont au large de Gaza, et la famine organisée déciment essentiellement les enfants. On compte officiellement aujourd'hui plus de 60 000 morts, dont 20 000 enfants, 132 000 blessés et des milliers de disparus. Mais ce sont des chiffres très certainement sous-évalués, tels que le remarque déjà depuis longtemps de Lancet, cette revue médicale britannique de grande qualité. Et la revue Nature indique maintenant que selon une enquête précise et extrêmement sérieuse, au moins 84 000 personnes sont mortes entre octobre 23 et le début janvier 25. Ça fait déjà 6 mois, donc vous imaginez combien aujourd'hui. En Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, la colonisation s'intensifie encore, notamment dans la vallée du Jourdain, à l'est de la Cisjordanie. Les attaques des colons se multiplient. Le 25 juin, voilà 3 jours, des groupes de colons ont mis le feu à des maisons près de Hébron, une des grandes villes du sud de la Cisjordanie, et ils ont assassiné 3 Palestiniens. Ils s'attaquent aux personnes, à leurs biens, ils pillent, ils blessent, ils volent le bétail, ils volent la terre, ils volent l'eau, sous la protection de l'armée israélienne. Les camps de réfugiés du Nord sont vidés de leurs habitants depuis le 21 janvier et ils subissent en permanence des démolitions.
de manière à les rendre totalement inhabitables et que la population ne puisse plus jamais y retourner. Parce que s'ils retournaient, ils réaffirment leur existence sur la terre et c'est quelque chose qui est insupportable pour la plupart du gouvernement israélien. Le 17 juin, donc il y a 10 jours, la Cour suprême israélienne a donné l'autorisation de détruire encore 90 bâtiments dans le camp de Jenin qui est déjà quasi en ruine. Et dans les autres camps, les raids militaires de l'armée israélienne sont fréquents et très violents. Depuis octobre 2023, 1000 Palestiniens environ ont été assassinés en Cisjordanie. Et l'annexion est en cours, on le sait depuis longtemps, et on sait très bien que c'est un des projets de base de la politique israélienne. Mais là, un projet de tunnel a été récemment approuvé qui diviserait de fait la Cisjordanie en deux. C'est-à-dire que les Palestiniens n'auraient plus le droit d'emprunter les routes, ils seraient obligés de passer par les tunnels pour se déplacer du nord au sud de la Cisjordanie, de manière à ce que le territoire ne soit accessible que aux Israéliens et aux colons, bien sûr. Si ça va à terme, c'est le projet du Grand Israël qui serait réalisé, l'objectif étant d'éliminer la présence palestinienne, évidemment, à Jérusalem, mais aussi d'empêcher que Jérusalem-Est devienne un jour la capitale d'un hypothétique État palestinien. Cet État palestinien dont les dirigeants israéliens ne veulent pas, mais à aucun prix. Et puis là, on a vu un risque d'embrasement régional récemment. L'Iran vient d'être attaqué par Israël, après le Liban, après la Syrie, après le Yémen. Sous couvert d'empêcher l'accès de l'Iran au nucléaire militaire, Israël, qui lui est détenteur de la bombe et qui n'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire, a lancé une attaque extrêmement violente contre l'Iran le 12 juin. Une guerre préventive contre un pays qui ne l'attaquait pas, mais qui a riposté. 12 jours de guerre qui ont fait des dégâts immenses. Alors il y a eu bien sûr beaucoup de condamnations internationales, mais on a aussi entendu le chancelier allemand déclarer que « Oh bon, écoutez, finalement, Israël fait le sale boulot pour nous ». Ça, bien sûr, a attiré aussi des critiques, mais ça a été dit et ça n'a pas été contredit. Et Trump, évidemment, a choisi, après des tergiversations, à jouer un peu « j'y vais pas », d'appuyer encore une fois Netanyahou. Et le 22 juin, des bombardiers B-2 des États-Unis ont largué des bombes anti-bunkers sur 3 des sites de recherche sur le nucléaire en Iran. Ils ont été gravement endommagés, mais selon des informations des services de renseignement des États-Unis qui contredisent Trump, ils ne sont pas détruits. Certes, ça mettra du temps certainement avant que les programmes de recherche reprennent au même rythme que précédemment, mais ils ne sont pas détruits. Par contre, plusieurs dirigeants militaires et des scientifiques iraniens de renom et de très grande qualité ont été tués et des milliers de civils ont été déplacés ou blessés. Pourquoi cette attaque par Israël? Il y avait plusieurs objectifs. Se défaire de la puissance régionale iranienne, qui est une obsession ancienne de Netanyahou, détourner l'attention du génocide en cours à Gaza et qui a continué sans relâche pendant ces 12 jours de guerre, remodeler le Moyen-Orient en s'y positionnant comme chef absolu, et puis aussi éviter de passer devant les juges qui devaient l'auditionner le 13 juin pour corruption et diverses malversations. Mais il faut noter que la population israélienne a soutenu à 80% l'attaque contre l'Iran. Par contre, les réactions des peuples ont été unanimes et d'immenses manifestations ont eu lieu partout. À Paris, on a compté 150 000 manifestants et manifestantes. Et même les dirigeants de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne ont fermement condamné et exigé la fin des attaques et du génocide. Ce qui a fait, on l'a déjà dit, que Netanyahou a traité Macron d'antisémite. L'Union européenne, sollicitée par 114 associations, a étudié, dans ce contexte de génocide, la possibilité de suspendre l'accord d'association avec Israël qui date de 2002. Et dans l'accompagnement, dans la logique d'accompagnement de cette démarche, une marche citoyenne et militante de Paris à Bruxelles, forte de centaines de personnes, a accompagné la demande. Thierry va vous dire 2 mots de cette question de l'accord d'association.